Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de 3e secondaire. Aujourd'hui, on va parler des ondes électromagnétiques. Donc, question importante, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Donc, la définition, c'est une onde électromagnétique est une perturbation des champs électriques et magnétiques qui se propagent dans l'espace, qui peut être solide, liquide, gazeux ou le vide. Fait que ça ici, c'est super important. Les ondes mécaniques peuvent uniquement se propager dans un solide, un liquide ou un gaz, mais elles ne peuvent pas se propager dans le vide. Ce qui veut dire que dans le vide, dans l'espace, à l'extérieur de l'atmosphère de la Terre, mais comme il n'y a pas de gaz, un son qui serait produit, exemple une explosion, un vaisseau spatial qui passe, un cri, ne s'entendrait pas parce qu'il n'y aurait pas de milieu pour propager la perturbation physique. Pour les ondes électromagnétiques, une de ses propriétés, c'est qu'elle peut traverser le vide. Un exemple, la lumière est une onde électromagnétique. Le soleil produit de la lumière et ce rayonnement traverse le vide de l'espace pour atteindre la Terre et nous réchauffer. Donc ici, les ondes électromagnétiques peuvent traverser le vide. Une onde électromagnétique, c'est une perturbation des champs électriques et magnétiques. C'est quoi ça? Fait que ici, on va regarder un peu plus c'est quoi pour essayer de comprendre. Fait que ici, les champs électriques et magnétiques, je vais commencer par les champs magnétiques. C'est peut-être plus facile à comprendre. Peut-être que vous avez déjà approché deux aimants l'un vers l'autre. Et si on approche les deux pôles semblables, donc les deux pôles nord ou les deux pôles sud, ce qu'on va observer, c'est une force invisible qui va repousser les deux aimants puis qui va les empêcher de se coller. Mais ça ici, c'est l'action des champs magnétiques. Un aimant est entouré d'un champ magnétique, ce qui veut dire une espèce de bouclier invisible qui va, dans un temps, faire de l'attraction avec un aimant de pôle contraire, donc un nord avec un sud, et va faire de la répulsion lorsque tu vas amener deux aimants de pôle semblables l'un vers l'autre, donc un nord avec un nord ou un sud avec un sud. Donc les champs magnétiques peuvent pas s'observer, mais se faire sentir en approchant les aimants l'un vers l'autre. Ça, c'est les champs magnétiques. Si on parle de champs électriques maintenant, les champs électriques, le meilleur exemple, c'est l'électricité statique. Si vous prenez une balloune et que vous la frottez, exemple, dans vos cheveux, qu'est-ce qui va se passer? Les cheveux vont vouloir être attirés par la balloune puis rester collés sur la balloune. Bien ici, c'est parce qu'on a chargé la balloune d'électricité statique et celle-ci attire les cheveux. Bien, l'électricité statique, dans le fond, c'est une manifestation du champ électrique. Quand vous avez frotté la balloune sur vos cheveux, bien, vous avez échangé des particules et il y a des particules qui ont été chargées positivement puis d'autres négativement. Et des particules chargées vont posséder autour d'elles un champ électrique, un peu comme le bouclier des champs magnétiques. Et ce bouclier électrique, ce champ électrique autour d'une particule va attirer les particules opposées et repousser les particules semblables. Donc ici, les champs électriques, on peut l'observer, on peut le ressentir à travers l'électricité statique. Donc ici, les champs électriques et les champs magnétiques sont liés ensemble. Ils ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Les deux sont liés l'un avec l'autre et ça forme ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Fait que dans l'image que vous avez à l'écran, vous voyez une onde qui est en bleu, qui oscille. Bien ça ici, cette onde-là, c'est l'onde électrique. Et à cette onde est liée l'onde magnétique, c'est l'onde qui est en rouge. Et les deux se déplacent ensemble, à la même vitesse, d'une même amplitude, d'une même fréquence, d'une même longueur d'onde. Donc ici, là, les champs électriques et magnétiques sont liés ensemble, et c'est ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Par contre, ce que je viens de vous donner comme information sur la composition des ondes électromagnétiques, c'est pas à savoir, mais c'est pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est. Ce que vous devez savoir, c'est le spectre électromagnétique. Fait que si on a le spectre électromagnétique, dans le bas de l'écran, vous avez la longueur d'onde.
Fait que si à gauche, on a 100 mètres de longueur d'onde, donc c'est des très très grandes longueurs d'onde, donc des très très petites fréquences. Et de l'autre côté, on a 0,001 nanomètres, donc c'est des très très petites longueurs d'onde, donc des fréquences très élevées. Fait que vous devez être capable de nommer les différents rayonnements électromagnétiques qu'on observe dans le spectre électromagnétique. Bien, le plus simple, c'est de placer au centre la lumière visible. Fait que la lumière visible, c'est la lumière qu'on voit avec nos yeux, avec le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le mauve, et celle-ci est au centre du spectre électromagnétique. À gauche, du côté de la lumière rouge, on va avoir l'infrarouge. À droite, du côté de la lumière violet, on va avoir l'ultraviolet. Maintenant, si on s'en va à gauche, ben on a d'un côté, le plus à gauche possible, on a les ondes radio, et entre les ondes radio et l'infrarouge, il va y avoir les micro-ondes. Si on s'en va du côté droit, il nous reste deux types de rayonnements identifiés. Eh bien, le premier, c'est le rayonnement X, les rayons X, qu'on utilise pour prendre des radiographies. Et enfin, on a le rayonnement radioactif, qui sont les rayons gamma. Fait que tous les mots qui sont à l'écran présentement, là, en bleu foncé, que j'ai fait apparaître, il faut les savoir par cœur et être capable de les placer au bon endroit. C'est pas quelque chose qui est compliqué, mais c'est de l'étude à faire et à apprendre. Faut aussi savoir que les rayons X, les rayons gamma et les rayons ultraviolets, c'est les rayonnements qui sont les plus énergétiques. Donc, c'est sûr que si tu es exposé à ce type de rayonnement, tu risques d'attraper des maladies. Donc, si on parle de rayonnement ultraviolet, on peut attraper, exemple, le cancer de la peau. Et si on est frappé par des rayonnements gamma, on pourrait même aller jusqu'à en mourir tellement c'est puissant comme rayonnement radioactif. Par contre, du côté des ondes radio et des micro-ondes, c'est les rayonnements qui ont le moins d'énergie. Donc, c'est des ondes qui sont peu énergétiques et pas dangereuses du tout. La lumière est une onde électromagnétique. Donc, dans ce chapitre, on veut essayer de comprendre aussi le comportement de la lumière. Fait que si un comportement que vous devez connaître, c'est la réflexion de la lumière. Bien, ici, la lumière se déplace en ligne droite. Et si la lumière frappe une surface plane, polie, la lumière va rebondir sur celle-ci. C'est ce qu'on appelle la réflexion de la lumière. Donc ici, la lumière rebondit sur une surface polie. Ça, c'est la réflexion de la lumière. Par contre, dans le schéma que vous voyez au tableau, tous les mots qui sont marqués là, vous devez les savoir. Fait que le rayon incident, c'est le rayon lumineux qui se dirige vers le miroir. La normale, c'est une droite qui est perpendiculaire au miroir, qui fait donc un angle de 90 degrés. L'angle incident, c'est l'angle que crée le rayon incident avec la normale. L'angle de réflexion, c'est l'angle que le rayon réfléchi va faire avec la normale. Et le rayon réfléchi, ben, c'est le rayon qui va avoir rebondi sur le miroir. Donc, tous ces termes sont à savoir par cœur. Donc, la réflexion de la lumière, c'est un phénomène qu'on observe dans notre salle de bain à tous les matins parce qu'on a des miroirs. Il faut aussi savoir tracer le rayon réfléchi. Fait que moi, je vais vous donner un miroir et je vais vous tracer un rayon avec le rayon incident. Fait que ce rayon incident va frapper mon miroir et la question que je vous pose, c'est tracez-moi le rayon réfléchi. Fait qu'ici, vous ne devez pas y aller au hasard, tracer, je pense qu'il va être par là. Vous devez y aller de façon méthodique. Fait qu'à l'endroit où frappe le rayon incident, on va tracer perpendiculairement, ce qui veut dire 90 degrés, la normale. Avec la normale, on va mesurer notre angle que fait le rayon incident avec notre rapporteur d'angle. Fait qu'ici, on va avoir l'angle incident. Une fois que c'est fait, on va tracer, on va mesurer avec notre rapporteur d'angle l'angle de réflexion qui va être l'autre côté et qui va avoir exactement la même valeur que l'angle incident. Et ensuite, on va tracer le rayon réfléchi qui va avoir exactement l'angle de réflexion qui est identique à l'angle incident. Fait que ça, c'est la méthode et je dois avoir un dessin qui ressemble à ça. S'il manque des choses, vous allez perdre des points. S'il manque la normale, s'il manque la valeur de l'angle incident et de l'angle de réflexion, vous allez perdre des points. Il faut être méthodique. L'autre comportement de la lumière que vous devez connaître, c'est la réfraction de la lumière.
Fait que si c'est un phénomène qu'on va observer l'été, quand on est sur le bord de notre piscine, puis on observe des objets dans la piscine. Donc, quand on observe un objet dans la piscine, souvent, si c'est, exemple, la tige pour passer la balayeuse dans le fond de la piscine ou la puise, ben on peut voir la tige qui va être légèrement cassée à l'endroit où elle rentre dans la piscine. C'est parce que la lumière va être déviée en passant d'un milieu à un autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction de la lumière. Donc, la lumière va dévier en passant d'un milieu à un autre. Donc, en passant de l'eau à l'air, la lumière va changer de direction légèrement, pas énormément, mais juste un petit peu, juste assez pour que je vois l'objet étant cassé en regardant dans l'eau. Un appareil, un outil qu'on voit tous les jours, qu'on utilise tous les jours pour certaines personnes, qui utilisent la réfraction de la lumière, mais c'est les lunettes correctrices. Donc, moi, je porte des lunettes et mes lunettes vont utiliser la réfraction de la lumière pour corriger ma vue et me permettre de bien voir. Donc, par rapport aux lentilles, vous devez connaître ces deux types de lentilles qui sont apparus à l'écran. Fait que la lentille convergente, c'est ce qu'on appelle une lentille convexe. Convexe parce que la courbure est vers l'extérieur. Tandis que la lentille divergente, c'est ce qu'on appelle une lentille concave, la courbure étant vers l'intérieur. En plus d'être capable de nommer ces deux types de lentilles, vous devez être capable de tracer les rayons lumineux qui vont sortir de la lentille après l'avoir traversée. Mais pour la lentille convexe, c'est quand même assez facile parce que tous les rayons qui sortent de ma lentille convexe vont se diriger vers le foyer. Fait que tu traces ton rayon qui sort et tu vas partir du point où il a traversé la lentille et tu vas le diriger vers le foyer. Pour la lentille concave, c'est un petit peu différent parce que le foyer se situe en avant de la lentille, du côté des rayons lumineux qui arrivent dans la lentille. Fait qu'on doit partir du foyer et à partir du foyer, on va tracer un trait qui va croiser la lentille où est-ce que le rayon lumineux va rentrer et on va le prolonger de l'autre côté. Et ça va être mon rayon lumineux qui va sortir de ma lentille. Et je fais ça pour les deux rayons qui vont rentrer dans ma lentille concave. Fait que ça ici, cette façon de faire, vous devez être capable de l'appliquer à l'examen parce que c'est une question. Et avec ça, on vient de terminer la matière pour l'examen. Fait qu'ici, étudiez bien, dormez bien, déjeunez bien, arrivez en forme, reposez, et je suis sûr que ça va bien aller. Sur ce, bonne étude, bonne soirée,